On a tendance à penser que les frontières d'un pays, eh bien, c'est gravé dans le marbre, que ça ne bouge pas. Et pourtant, imaginez qu'un pays entier ait pu être dessiné, puis carrément effacé de la carte, avant de renaître de ses cendres. C'est l'histoire incroyable, mais vraie, d'une nation d'Afrique de l'Ouest qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Burkina Faso. Alors, voilà la grande question qui va nous occuper. Comment est-ce possible? Comment un pays entier peut-il tout simplement disparaître d'une carte? On parle bien d'un territoire, d'une population. Comment ça peut être rayé d'un trait de plume pour ensuite réapparaître des années plus tard? Pour le comprendre, il faut remonter un peu le temps. Regardez bien cette chronologie, elle est assez folle et elle résume tout le paradoxe. 1919, création. 1932, dissolution. 1947, recréation. Tout ça en moins de 30 ans. Un territoire naît, est démantelé, puis est reconstitué. Et attention, une telle instabilité, ce n'est pas du tout un accident de l'histoire, non. Ça révèle parfaitement les logiques parfois cyniques qui étaient à l'œuvre à l'époque coloniale. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut repartir du tout début. Plongeons-nous dans le contexte de l'époque, ce moment où les puissances européennes traçaient des frontières à la règle, directement sur les cartes du continent africain. Il faut bien s'imaginer qu'avant de s'appeler la Haute-Volta, cette région n'était pas un espace unifié. C'était une zone de conquête. Dans les archives, on trouve des termes comme pacification militaire. Bon, on imagine bien ce que ça veut dire en langage colonial, une soumission par la force. Et puis il y avait cette rivalité intense entre les Français, les Britanniques et les Allemands, qui étaient déjà tous installés sur la côte. Donc la création de ce territoire, ce n'était vraiment pas un hasard. Ça répondait à des objectifs très précis pour la France. D'abord, bien sûr, il fallait contrôler les populations locales. Ensuite, un objectif stratégique, créer un grand bloc au Sahel pour, disons, encercler les concurrents. Mais il y avait un objectif qui primait sur tous les autres, et c'était purement économique, la gestion de la main-d'œuvre. C'était ça le nerf de la guerre. Et c'est dans ce contexte-là, avec ces objectifs en tête, qu'on arrive à cette date clé, 1919. L'année où une nouvelle entité administrative voit officiellement le jour. Un moment charnière, vraiment qui va façonner le destin de millions de personnes pour les décennies à venir. Alors, comment on justifie la création de cette colonie de Haute-Volta? Officiellement, il y a une double raison. D'un côté, on met en avant un argument, disons, ethnique. On prétend vouloir regrouper les peuples dits voltaïques. Mais en coulisses, la vraie raison, celle qui est décisive, elle est 100% économique. Le gouverneur de la Côte d'Ivoire voisine a un problème. Ses travailleurs partent vers la Gold Coast, qui est britannique. Il veut donc à tout prix créer cette nouvelle colonie pour détourner ce flux de main-d'œuvre vers les plantations françaises. C'est aussi simple que ça. Ok, on a compris pourquoi la Haute-Volta a été créée. Mais alors, on en vient au cœur de notre énigme. Si elle était si stratégique, pourquoi est-ce qu'on l'a démantelée aussi vite? Eh oui, sa durée de vie est incroyablement courte, à peine 13 ans. Et la décision de la rayer de la carte, attention, ce n'est pas du tout une décision politique ou idéologique. Non, c'est une décision de pur gestionnaire, dictée par la logique froide et implacable des chiffres. En fait, c'est une sorte de tempête parfaite qui va sceller son sort en 1932. D'abord, il y a la crise économique mondiale de 1929 qui frappe de plein fouet. La France doit absolument réduire ses dépenses. Ensuite, le grand projet local, la culture du coton, s'avère être un échec cuisant. Et pendant ce temps-là, la Côte d'Ivoire a un besoin désespéré de main-d'œuvre. Du coup, la solution la plus simple pour l'administration coloniale, c'est quoi? Eh bien, c'est de supprimer la Haute-Volta. Une solution simple pour tout le monde, sauf, bien évidemment, pour les populations qui y vivent. Et ce démantèlement, il est fait de manière quasi chirurgicale. Le territoire est littéralement dépecé, partagé entre ses voisins. La Côte d'Ivoire, évidemment, récupère le gros lot, les régions les plus peuplées, le fameux réservoir de main-d'œuvre. Le reste est partagé entre le Soudan français, l'actuel Mali, et le Niger. En un instant, tout l'espace économique et social qui existait est complètement éclaté. Mais voilà, l'histoire est pleine de rebondissements. 15 ans s'écoulent, la Seconde Guerre mondiale passe par là, et la carte est à nouveau redessinée. On arrive en 1947, l'année du grand retour de la Haute-Volta. Et là, c'est fascinant parce que la logique s'est complètement inversée. Ce ne sont plus du tout les arguments économiques qui comptent, mais bien les arguments politiques. Officiellement, c'est une récompense pour l'effort de guerre. C'est aussi une réponse à la pression énorme des chefs Mossi qui n'ont jamais accepté la partition. Et surtout, c'est un calcul stratégique de la France pour mieux gérer l'agitation politique de l'époque, en divisant pour mieux régner. On avance dans le temps. En 1960, la Haute-Volta obtient son indépendance. Mais cet héritage colonial, ses frontières dessinées, effacées puis redessinées, va laisser des cicatrices et créer de tout nouveaux défis. La lutte pour le territoire ne se joue plus contre une puissance extérieure, mais elle va devenir une lutte interne. Voilà, à l'indépendance, le cadre est posé. Les frontières extérieures sont plus ou moins fixées. Mais à l'intérieur de ces frontières,
une autre bataille commence, la bataille pour le pouvoir. Et la manière dont on va organiser, découper et contrôler le territoire devient un enjeu politique absolument majeur pour les nouvelles élites. Au début, on fait un peu du copier-coller. Le nouvel État garde l'organisation coloniale. Mais très vite, le découpage administratif devient une arme politique. On crée des circonscriptions sur mesure pour des raisons électoralistes. Plus tard, dans les années 70, on tente de neutraliser l'espace en remplaçant les noms à consonance ethnique par des termes géographiques. Une tentative de construire une identité nationale au-delà des particularismes. Mais cet héritage a aussi des conséquences bien plus tragiques. Il faut savoir que les frontières entre les colonies françaises n'avaient pas été délimitées avec beaucoup de précision. Le résultat ? Des zones de flou, comme la fameuse bande de la Gâchère, qui deviennent de véritables poudrières après les indépendances. C'est ce qui va mener à 2 guerres entre la Haute-Volta et le Mali. Et puis, arrive un moment de rupture radicale. Nous sommes en 1983, un groupe de jeunes officiers, avec à leur tête une figure qui va marquer l'histoire, Thomas Sankara, prend le pouvoir. Et leur projet est simple mais immense, rompre totalement avec tout l'héritage colonial. Le tout premier acte, et il est extrêmement symbolique, c'est de changer le nom même du pays. Fini la Haute-Volta, un nom donné par le colonisateur. Place au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. D'un coup, le nom ne décrit plus une géographie, il porte un projet de société, une nouvelle identité. Mais la révolution va bien au-delà du nom. C'est une tentative de formater complètement le territoire. L'idée, c'est de faire table rase du passé. On dissout l'ancienne structure administrative pour casser les fiefs électoraux. On renomme les lieux. On veut effacer le régionalisme pour forger une nouvelle citoyenneté, celle des Burkinabés. Il faut vraiment saisir la radicalité de ce projet. Chaque nouveau découpage, chaque changement de nom est un acte profondément politique. L'objectif, c'est de briser les chaînes du passé néocolonial pour redéfinir la nation, littéralement, depuis le sol. Alors, après ce voyage mouvementé à travers l'histoire, que peut-on retenir de ces cartes sans cesse dessinées, effacées, puis réinventées ? Eh bien, la leçon est fondamentale. L'histoire du Burkina Faso nous le montre de manière absolument spectaculaire. Un territoire, ce n'est jamais une donnée naturelle immuable. Non, c'est une construction humaine, le reflet des rapports de pouvoir, des logiques économiques, des ambitions politiques et d'une quête permanente d'identité. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question assez vertigineuse. Si le sol même sur lequel repose une nation peut être à ce point malléable, qu'est-ce qui la définit vraiment ? Est-ce que c'est la terre, l'histoire qu'on a en commun, ou est-ce que c'est simplement la volonté de construire ensemble un avenir commun ? La question, évidemment, reste ouverte.